Voilà, bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de votre chaîne de prédilection. C'est le journal, il est 14h exactement à Mbanza-Ndunga, 14h sur l'ensemble du territoire national. L'APC a soufflé hier, c'est 7 bougies, les festivités de ce parti politique ont eu lieu hier à Mbanza-Ndunga. Reportage à suivre dès le début de cette édition. L'actualité mesdames et messieurs, c'est aussi la société Énergie électrique du Congo qui lance sous peu l'inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur basse tension. Voilà pour la vitrine de ce 14h. Nous serons ensemble pratiquement pour 30 minutes d'information une fois de plus. Bonjour et merci à vous qui venez de nous rejoindre sur DIAR TV International. L'action permanente pour le Congo, parti politique créé le 4 décembre 2012, a totalisé hier mercredi 4 décembre 2019 son 7e anniversaire. L'événement célébré à Mbanza-Ndunga a été marqué par 2 temps forts. La remise officielle du centre de santé intégré CECI réhabilité par le parti, l'APC, et la remise des équipements sportifs aux équipes de Mbanza-Ndunga à l'issue bien évidemment des tournois de Nzango et de football remportés respectivement par Barcelone et l'équipe de Matsula. Suivez. Après le mot du chef de village suivi du rituel traditionnel, la vice-présidente de l'Action permanente pour le Congo, APC du président Rodrigue Malanda Samba, a procédé à la coupure du ruban symbolique sous l'œil vigilant du secrétaire général du district de Mbanza-Ndunga, Lambert Oba, représentant le sous-préfet empêché. Après quoi, la délégation de l'APC a eu droit, sous la houlette de Claudia Kinzondi, chef du centre, à une visite guidée de ce centre de soins intégrés et réhabilité de fond en comble par ce parti proche de la mouvance présidentielle. Des lits de consultation, des matelas, des fauteuils de bureau, entre autres, ont été généreusement remis à ce CECI qui reçoit les patients venant des 35 villages du district de Mbanza-Ndunga. Et pour couronner le tout, la vice-présidente de l'APC, Sabine Banjouzi, a symboliquement remis au nom du parti ce don de médicaments, un geste qui a été bien apprécié par la chef du centre et par les populations bénéficiaires. Dans son allocution de circonstance, la vice-présidente de l'APC est revenue sur les différentes actions posées par ce parti dans ce district du département du Pôle grâce à la paix retrouvée. On ne dira jamais assez que la paix est le moteur du développement et du bien-être social. Sans elle, rien n'est possible et avec elle, tout est possible. Beaucoup d'activités ont été réalisées en faveur des populations de Mbanza-Ndunga. Nous pouvons citer entre autres le don en produits alimentaires aux déplacés lors des événements du pôle, la remise du matériel aratoire aux populations de tous les 35 villages, la retransmission par écran géant de la Coupe du Monde 2018 et de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes édition 2019. L'organisation d'un tournoi de football, les dons en fournitures scolaires et matériel didactique. Autre temps fort ayant marqué les festivités du 7e anniversaire de l'APC célébré à Mbanza-Ndunga, l'organisation de ces 2 tournois de Nzango et de football. 2 tournois ayant rendu leur verdict mercredi avec au Nzango la victoire en finale de Barcelone en bleu qui a étrillé Nico Nikoye par 10-5. Au football, c'est Matsula en rouge qui a pris le dessus sur Mbanza-Ndunga en blanc par 1-0. Après l'effort, les récompenses, toutes les équipes ayant pris part à ces 2 tournois ont reçu quelques présents de la part des officiels avec à la clé une coupe et une enveloppe pour les vainqueurs. A noter que l'APC, qui ne fait pas les choses à moitié, a également doté toutes les équipes du district de Mbanza-Ndunga en équipement sportif. En plus, des ballons reçus.
Voilà, d'une localité à une autre, donc de Mbanza-Ndunga, faisons un pont à Fouati, dans le département cette fois-ci de la Bouenza, où, comme vous le savez, depuis l'arrivée de l'électricité dans la contrée, eh bien, il y a eu un ouf de soulagement poussé par les habitants, puisque certaines opérations désormais se réaliseront sous la lumière électrique. Un sujet de joie qui ne fait cependant pas perdre de vue que le centre de santé intégré de la localité connaît d'énormes difficultés. Giscard Maungu est avec Chanel Kefoni. Le district de Fouati a depuis quelques jours changé de statut. Il est connecté au réseau de basse tension de la société en charge de l'électricité, EEC. Depuis aussi, l'arrivée de l'électricité a changé beaucoup de choses, comme dans ce centre de santé intégré, un CCAPMA élargi. Et aujourd'hui, grâce à l'arrivée de l'électricité, je pense que ce qu'on ne faisait pas avant, aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce qui va changer désormais, ce que vous ne faisiez pas avant, que vous êtes capable de faire? Ah oui, mais beaucoup de choses vont changer. Je prends un exemple. Avant, on stérilisait les matériels avec les moyens de fortune, qui est donc le flambage, avec de l'alcool simple. Seulement, l'électricité n'a pas tout emmené. Le CC souffre de sa situation et plusieurs difficultés sont égrenées. La première difficulté, c'est en personnel. Vous remarquerez que c'est un grand centre, c'est un CC à PEMA élargi et avec un bloc érigé qui aujourd'hui n'a pas de matériel et le bloc ne fonctionne pas. La deuxième difficulté, vraiment, c'est un centre qui est sous-équipé. La troisième difficulté, tout à l'heure, vous allez peut-être rentrer dans la pharmacie. Vraiment, on se débrouille. Le centre est vraiment... je peux dire aucun produit, on se débrouille comme ça. Nous allons après dans la pharmacie. Triste décor, la pauvreté des lieux a fait réagir le chef de centre. Avec une pharmacie démunie comme ça, pensez-vous que ça c'est un médicament que toute la population pouvait trouver satisfaction? Le bloc opératoire, c'est ce local. Transformé depuis en dortoir, les agents de la EEC l'ont même occupé lors de leur séjour ici, quand ils étaient en train de connecter la localité au réseau de basse tension. Dans la salle d'accouchement où nous sommes allés après. Quelquefois, c'est avec ces lampes que se faisaient certaines opérations. Et quelquefois aussi, se souvient d'Assia, avec des torches à partir de téléphone. Parfois, vous arrivez là la nuit, les lampes tempêtes s'éteignent, on prenait même les téléphones. On mettait les téléphones dans la bouche. Si vous avez un cas sérieux ici, vous mettez le téléphone dans la bouche et puis vous commencez à travailler. Seul ce qui semble ne pas causer de soucis à ce chef de centre est sans doute cette ambulance. Elle est en bon état. Voilà l'ambulance en bon état. Puisque nous parlons électricité, revenons à Brazzaville pour préciser que dans le but d'identifier les branchements physiques et contrôler la conformité technique et administrative des points de livraison, de redresser les anomalies techniques et administratives, prochain et prochainement à Pointe-Noire, la capitale économique, une opération inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur basse tension. Reportage signé Justin Bambaka qui était avec David Gomez. La Société Énergie électrique du Congo, EEC en sigle, s'emploie, selon les dires de ses dirigeants, à régler un certain nombre de problèmes sur le plan technique et commercial. Il s'agit en effet des pertes globales en distribution qui seraient très élevées, environ 2,8 milliards de francs CFA. Pour le directeur général adjoint de l'énergie électrique du Congo, ces pertes trouvent leur origine dans le nombre très élevé des consommateurs d'électricité raccordés frauduleusement sur énergie électrique du Congo et non connus au fichier clientèle. La facturation au forfait de ces clients, une mauvaise localisation de leur clientèle dans les quartiers
entre autres. À cet effet, la Société Énergie électrique du Congo lance à partir du 10 décembre une opération d'inventaire physique des consommateurs d'électricité et pose compteur BT à Brazzaville et prochainement à Pointe-Noire. Pour ce faire, les buts de cette opération sont les suivants. La maîtrise de nos différents points de consommation ou de livraison, la mise à jour de notre carte commerciale, la maîtrise de nos pertes non techniques, la fiabilisation de notre chiffre d'affaires facturé et encaissé, la réorganisation de nos services commerciaux. Cette opération permettra enfin de procurer à nos consommateurs les avantages ci-après. La légalité et la conformité aux normes de branchement et d'abonnement, l'amélioration de la qualité d'énergie consommée, puisqu'il n'y aura plus de branchements pirates. Chaque consommateur aura son compteur et pourra payer l'électricité à sa juste valeur, selon ce que chacun consomme. Donc il n'y aura pas de favoritisme. Tu consommes beaucoup, tu payes un peu plus cher. Tu consommes moins, ta facture est moins chère. La réduction des délestages suite à la pose des compteurs qui réduiront considérablement les consommations. Ainsi, cette opération va être exécutée par un personnel neutre sur le terrain, dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion clientèle, entraînant une amélioration de la satisfaction des consommateurs. Voilà pour le directeur général adjoint, général adjoint de l'énergie électrique du Congo est aussi revenu sur les délestages constatés à Brazzaville ces derniers temps. Nous l'écoutons une fois de plus, il est au micro de Justin Bombag. Nous avons à peu près 3 types de délestage pour que vous compreniez, au lieu qu'on vous donne des chiffres comme ça. Nous avons donc un délestage qui peut être dû à la production nationale qui est insuffisante. C'est-à-dire nos centrales thermiques, la CEC, nos centrales hydrauliques, Mokukulu, Liweso, Imbulu, produisent moins. Et quand on produit moins, ça veut dire qu'il y a la pénurie et on essaie de repartir sur toute l'étendue du territoire national, d'où dans certaines localités, tout le monde ne peut pas être alimenté. Nous avons d'autres types de délestage, les postes sources. En ce qui concerne Brazzaville, nous avons Tchelampo, Djiri, Mbono. Ce sont des postes sources. Au moment où je vous parle, on a 2 transformateurs déjà saturés à Brazzaville depuis les années 2010. Il s'agit du transformateur de Tchelampo et de celui de Mbono. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, le transformateur étant déjà saturé, la demande étant plus, donc on ne peut pas satisfaire, il faut procéder parfois à un délestage, parfois, selon la demande. Et enfin, le dernier type de délestage qu'on peut avoir, c'est le délestage sectoriel. Dans un quartier, le courant vert est bien là, mais le transformateur est saturé. Bon, si le transformateur est saturé, ça veut dire que dans un poste, il peut y avoir 6 départs. Bon, on enlève 2, on laisse 4. Et après, on vient, on permet, ainsi de suite. C'est ça le délestage que vous suivez dans le quartier. Voilà, le directeur général éclairé là sur les délestages constatés ça et là à Brazzaville, la capitale. Et j'espère que c'est la même pareille sur l'ensemble du territoire national, notamment à Pointe-Noire, la capitale économique. Des patchs pour se protéger contre les ondes électromagnétiques, c'est possible. En tout cas, c'est ce que propose la société Ginco Control qui a présenté son dispositif hier mercredi devant le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Était présent pour le compte de DRTV Giscard Maungu et Roland Niakekeli. Un téléphone vissé à l'oreille, beaucoup d'entre nous le font régulièrement et souvent. Pour ceux qui mettent un peu plus de temps,
une sensation de chaleur est constatée, ce sont des ondes électromagnétiques qui y sont à l'origine. Et la société Jinko Control pense trouver la réponse pour atténuer les ondes électromagnétiques, comme vous appelez. Peut-être prochainement, le dispositif que propose cette société et son partenaire Protect System Congo apportera la solution. Un patch qu'on appose sur le dos du téléphone pour éviter les ondes électromagnétiques. Ces patchs peuvent aussi être installés sur des maisons, portés comme un pendentif et même sur des gadgets des enfants. C'est donc une nouvelle technologie de protection contre les effets des ondes électromagnétiques. Et à la cérémonie, Léon Giste Ibombo y a assisté. Nous le savons, les téléphones émettent et réceptionnent des ondes radio dans le but d'établir une communication. Ces ondes électromagnétiques permettent ainsi la communication de toutes les informations entre le terminal mobile et l'antenne relais voisine. Le problème est qu'une partie de l'énergie qu'elle transporte est absorbée par le corps humain sous forme de chaleur. Plusieurs personnes considèrent que cette exposition aux ondes est dangereuse pour la santé de l'homme, au point que certaines entreprises proposent désormais des dispositifs anti-ondes. Comme la société Jinko Control. À cette cérémonie de présentation, le professeur Michel Zanka a expliqué à l'assistance ce que c'est ce dispositif quand il a exposé sur l'impact de l'environnement électromagnétique radiofréquence ambiante. C'était une présentation. Reste donc la commercialisation du patch. Et dans la même salle, un peu pour nous montrer comment les ondes électromagnétiques nous envahissent par le Wi-Fi de l'hôtel. Des ondes étaient captées par son téléphone. Après donc Brazzaville, la société traverse le pôle Malébo pour le même exercice à Kinshasa. Ça veut simplement dire attention à la proximité avec le téléphone. Autre chose à présent, un atelier sous-régional sur la lutte contre la criminalité phonique se tient à Brazzaville depuis hier 4 et ce jusqu'à demain vendredi 6 décembre. Les participants venus des administrations publiques et privées harmonisent leur point de vue sur la loi en matière de la lutte contre la criminalité. Atelier ouvert par Pierre Tati, directeur du cabinet de la ministre de l'économie forestière. Reportage Vincent de Paul Koubemba, bien-aimé Candy. Lutte contre la criminalité phonique. Les intelligences se réunissent à Brazzaville pour renforcer la coopération entre les pays du bassin du Congo. Cet atelier sous-régional sur l'application des lois en matière de lutte contre la criminalité phonique a regroupé les experts en la matière venus du Cameroun, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de la RCA et le Congo, pays hôte. Regrouper les points focaux d'Interpol évoluant au sein des administrations chargées de l'application de la loi en vue d'échanger les expériences, les expertises et protéger les informations liées à la criminalité, renforcer les capacités opérationnelles des participants en matière de procédures judiciaires, ainsi qu'identifier les sources de financement potentielles en vue de la mise en place d'une base de données au niveau de l'Afrique centrale. Tels sont entre autres les objectifs poursuivis par cet atelier. Cet atelier qui durera 3 jours a pour objectif principal le renforcement de la coopération entre les pays de l'Afrique centrale afin de promouvoir les échanges d'informations et la collecte de renseignements au niveau régional. C'est Pierre Tati, directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière, qui a ouvert les travaux. Le double phénomène d'exploitation illégale et du commerce illicite des espèces en produits et de la faune sauvage a atteint des proportions inquiétantes dans notre espace géographique commun. Ce qui justifie l'engagement de plus en plus soutenu de nombreux pays de la sous-région à renforcer la conservation et la gestion durable de la biodiversité, contribuant ainsi par ailleurs
à lutter contre le changement climatique. Pour sa part, la République du Congo, qui traîne une longue tradition de conservateur et de défenseur de la nature, avec à la clé la reconnaissance et les encouragements de la communauté internationale pour les efforts fournis en matière de conservation et de gestion durable de la biodiversité, la République du Congo, disais-je, estime que les solutions envisageables pour conduire à bien ce noble projet requièrent un engagement ferme de toutes les parties prenantes. C'est à ce titre qu'elle a ratifié plusieurs accords et conventions internationaux au plus haut niveau de l'État, notamment pour ce qui concerne la CITES, l'accord de Lusaka sur les opérations de coercition visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage, le Tridom, la Comifac, le Trinational de la Sangha et j'en passe. La leçon inaugurale de cette première journée a été consacrée par la communication du système mondial de communication sécurisée d'Interpol, I-24/7, et l'utilisation des bases de données, un système lancé en 2002 a fait remarquer l'expert du bureau régional d'Interpol pour l'Afrique centrale, Oumar Al-Gadja Tim. Voilà, mesdames et messieurs, poursuivons cette édition et dans l'autre volet de l'actualité, ouvert le 2 décembre dernier ici à Brazzaville, le séminaire de renforcement des capacités au profit des directeurs de l'administration et des finances de l'administration centrale a refermé ses portes hier vendredi et les séminaristes ont été exhortés sur les enjeux de la surveillance administrative. Justin Bambaka, reportage. Et les finances du ministère de la Défense nationale. Faire le point de la mise en œuvre de la fonction administrative et financière, donner les orientations pour la poursuite de la mise en œuvre de cette fonction. Tel a été l'objet de l'organisation à Brazzaville du 2 à ce jour de ce séminaire de renforcement des capacités au profit des directeurs administratifs et financiers de l'administration centrale, des chefs de division administration et finances des zones militaires de défense et des chefs de services administratifs des corps de troupes de la garnison de Brazzaville. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ce séminaire, tels la gestion des carrières des personnels administratifs des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, la surveillance administrative, l'importance de la gestion des effectifs, l'organisation de la nouvelle chaîne de traitement de la société à l'avènement du centre autonome de décompte de la solde. Ainsi, ces participants ont analysé la problématique de la gestion des carrières du personnel administratif au regard du décret portant avancement des militaires et gendarmes qui y va du moral, de la fidélisation des personnels et de leur épanouissement professionnel. Mais aussi se sont imprégnés de l'organisation et du rôle de l'action sociale, parfois méconnue des administrateurs, et fait le point de la mise en œuvre de la fonction administrative et financière. L'administration doit se repositionner en s'adaptant aux réalités, aux pratiques habituelles des forces. Bref, il a été question de repenser les grandes problématiques qui concernent cette administration. Les thèmes relatifs à la gestion des carrières ayant été plus passionnants et pour cause, ce qui naturellement est compréhensible, car il va sans doute de l'avenir professionnel des uns et des autres, et cela intervient d'autant plus dans un contexte où les possibilités d'accès à l'avancement semblent se resserrer. Néanmoins, je puis vous rassurer, le ministre de la Défense nationale et le commandement dans son ensemble ont pris bonne note de façon transitoire dans la perspective de l'ouverture prochaine de l'école militaire d'administration EMA en cycle. Il vous a été rappelé de façon plus particulière et soutenue tout au long de ce séminaire les enjeux de la surveillance administrative. Soyez toujours conscients de votre rôle essentiel dans le suivi et la gestion des effectifs qui constituent à n'en point douter un outil de décision et un socle pour la détermination des droits individuels et collectifs et d'une importance inestimable, cela va sans dire. Il est à noter que ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réorganisation de cette administration.
Voilà, et cette dépêche avant de nous envoler à l'étranger, les négociations entre les opérateurs économiques congolais et le gouvernement de la République se poursuivent afin de trouver un compromis dans le paiement de la dette intérieure de l'État. Réuni hier mercredi dans la salle de conférence de la Chambre de commerce, le collectif des opérateurs économiques a avancé quelques pistes de solutions sur les modalités de paiement de la dite dette. Jusqu'ici, les opérateurs économiques congolais dénoncent des zones d'ombre dans leur pourparlers avec le gouvernement sur les questions de fiscalité, les oubliés et même les audits. Une étape décisive, a déclaré Paul Obombi, président de la Chambre de commerce. Et aujourd'hui jeudi, les deux parties, donc opérateurs économiques congolais et gouvernement de la République, se retrouvent encore pour un nouvel entretien. L'actualité en dehors de nos frontières, plus de 200 personnes ont péri dans les inondations et les coulées de boue en Afrique de l'Est depuis le début de la saison de pluie qui n'est pas encore terminée. Les pluies ont été particulièrement fortes cette année en raison d'un phénomène appelé dipôle plutôt, de l'océan Indien qui peut provoquer une hausse de 2 degrés Celsius de température de l'eau. Voyons tout cela dans ce condensé que nous proposent nos confrères de la Voix de l'Amérique. Environ 3 millions de personnes à travers l'Afrique de l'Est ont été touchées par les pluies, les inondations et les coulées de boue ces dernières semaines. De nombreuses personnes ont été touchées, dont environ la moitié au Kenya. Un pêcheur local a été secouru après avoir été bloqué sur une petite île pendant 3 jours. J'y étais allé pour pêcher. Quand j'y allais, il n'y avait pas d'eau. L'eau a surgi soudainement et en 2 minutes j'étais entouré et je ne pouvais plus traverser. Des maisons et des champs ont été détruits, les routes et les ponts endommagés rendent difficile l'accès aux villages reculés pour y acheminer de l'aide. Les habitants quittent les communautés inondées à la recherche d'un sol sec. Joseph Otieno a récemment enterré sa femme. Il craint que les inondations ne sortent son cercueil de la tombe. Nous mettons de gros rochers au-dessus de la tombe pour empêcher le cercueil de sortir à cause de ces inondations. Les fortes pluies ont provoqué des inondations dévastatrices dans certaines parties du Soudan du Sud, forçant les communautés déplacées par la violence à se déplacer à nouveau. La mission des Nations Unies pour le Soudan du Sud à Akobo lutte pour fournir les services de base à des milliers de personnes touchées. Oui, nous pouvons fournir un soutien d'urgence maintenant, mais ces gens vont compter ou ont compté pendant des années sur leurs récoltes. Ces récoltes sont susceptibles d'être gravement affectées, donc il va y avoir moins de nourriture qu'ils vont devoir dépendre de la nourriture venant de l'extérieur. Les pluies sont généralement fréquentes en Afrique de l'Est entre octobre et décembre, mais pas en abondance. Les scientifiques expliquent cette situation par les températures plus chaudes de l'eau dans l'océan Indien. Voilà, et les inondations également sont signalées ici au Congo, à Mosaka et dans le département de l'Alikwala. Du sport, avant de boucler cette édition, depuis l'annonce de l'installation du siège sous-régional de la Fédération internationale de football association ici à Brazzaville, eh bien, le Congolais Landa se pose la question de savoir quels sont les avantages d'un tel projet pour le Congo. Dans le souci d'apporter justement un éclairage à cette préoccupation majeure, le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Lionel Mayolas, a animé hier un point de presse. Donald Goma, Arnaud Itoba. Brazzaville abritera sous peu le siège sous-régional de la FIFA. C'est l'une des recommandations issues de la visite de travail du président de cette institution dans la capitale. Le protocole d'accord entre le ministère des Affaires étrangères et la Fédération internationale de football association étant désormais paraphé par les secrétaires généraux de ces deux institutions, l'heure est à présent à l'attente de la concrétisation du projet. Dans une conférence de presse donnée ce mercredi dans la ville capitale, le président de la Fédération congolaise de football est revenu sur les avantages que procure l'installation du bureau sous-régional de la FIFA à Brazzaville. Ce bureau, il faut le comprendre, c'est un peu dans le cadre du développement du football en Afrique centrale. Ce bureau regroupe 8 pays de l'UNIFAC et à ce propos, nous nous rapprochons plus. Si nous avons des problèmes, nous ne pourrons plus les envoyer parce que tous les problèmes étaient réglés pour notre sous-région à Dakar. Maintenant que le bureau de Brazzaville y est,
Donc tous les 8 pays, tous les dossiers avant d'aller à Zurich passeront par Brazzaville. Tout le matériel de l'Afrique centrale passera par Brazzaville. Et donc vous voyez, nous serons plus proches de la FIFA que Zurich. Et tous les amis d'en face, d'à côté de nous, viendront à Brazzaville pour exposer leur dossier. Au cours de son bref séjour, Gianni Infantino a insisté sur la redynamisation et le développement du football féminin et celui des jeunes. Jean-Guy Blaise Mayolas en est bel et bien conscient. Le président a insisté surtout sur le football féminin, même en audience avec le président de la République. J'ai vu le président de la République dire au président de la FIFA qu'il a suivi la Coupe du Monde des dames. Il a même dit, il y a des matchs où il a vu, où lui-même il a vu à la télévision que ces matchs ont été à un niveau très élevé, plus que même les matchs des hommes. Et il a dit, nous devons faire en sorte que dans notre pays, hier on était à un niveau donné, mais aujourd'hui on a carrément régressé. Et nous devons faire un effort de ce côté-là pour ramener le football féminin au niveau un peu des autres. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA vous demande d'organiser 90 matchs l'année. Voilà, c'est par ce point de presse animé hier par le président de la FECOFOOT, Guy Blaise Lionel Mayolas, que nous mettons un point final à cette édition. Merci, mesdames et messieurs, à vous tous de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous toujours avec le même plaisir, mais attention, si Dieu nous le permet, à demain, toujours à 14h. Entre-temps, portez-vous bien et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Mais sachez également que si chacun fixe ses règles, tout se dérègle. Au revoir et à demain.